Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Encore merci. Et maintenant écoutez. Le vieil homme venait de boire un petit gorgée, dans un gobelet de grès, le Octavia était allé quérir au puits. Il respirait avec difficulté, lorsqu'il reprit son récit, sa voix était si faible que toute la famille dut se serrer autour du lit afin de pouvoir entendre. Aurelius descendit même de son tabouret pour s'agenouiller le plus près possible de son grand-père, le menton dans les mains, les coudes appuyés sur la couche où le moribond mobilisa ses dernières forces. Enfin, la seconde partie du récit commença. 4 ans ont passé depuis la terrible défaite de Cannes. Hannibal est toujours en Europe, où il guerroie dans le Péloponnèse. À Rome, un nouveau consul a été nommé, Marcellus. Ce Marcellus avait réussi à convaincre le Sénat de le laisser monter une expédition maritime contre Syracuse. Syracuse, grand-père? Oh! Tu devrais connaître au moins ce nom. C'est, ou plutôt c'était une grande et belle ville fortifiée, située sur la côte de la Sicile. Un port édifié à l'origine par les Crétois, il me semble, mais, depuis longtemps, les Carthaginois l'occupaient et en avaient fait une place forte réputée imprenable, d'où ils lançaient leurs raids de piraterie contre nos côtes et nos convois. On disait à l'époque que Syracuse était un pont entre l'Europe et l'Afrique. Ce pont, il fallait le couper. Nous avons donc embarqué sur une armada de 180 trirèmes, ces vaisseaux de guerre mus par 3 rangées de rames manœuvrées par des esclaves. Nous n'étions que 2 légions, 20 000 hommes. Le Sénat, à ce qu'on murmurait, ne croyait pas véritablement en la réussite du plan de Marcellus. Et toi, grand-père? Moi? Je suis un paysan, tu le sais, comme tous les soldats de Rome. Des hommes de la terre, pas des marins. C'était la première fois de ma vie que je prenais la mer, la plupart des légionnaires aussi. Alors, durant les 3 jours que dura la traversée, je n'ai pas fait autre chose que me cramponner au bastingage et vomir quand ça secouait trop. Mes compagnons ne faisaient pas mieux. Et, lorsque la mer se calmait, nous étions bien assez occupés à laisser notre estomac se dénouer pour penser au sort de Rome et à la prochaine bataille. Quand, au soleil levant, les murailles roses de Syracuse se sont dégagées de la brume devant la proue des bateaux, je te prie de croire que nous étions soulagés. Tout, plutôt que demeurer 1 heure de plus sur ces maudits bateaux. L'escadre s'est mise en formation d'abordage. Mes camarades et moi étions au coude à coude, la main droite crispée sur la hampe du pylôme, le bras gauche rendu douloureux par le poids du bouclier. Des cris d'excitation retentissaient. Des nuées de mouettes jacassantes nous survolaient, semblant nous répondre. Nous n'étions plus qu'à moins d'1 mille nautique des remparts. Et c'est alors qu'un événement épouvantable s'est produit. Quoi, grand-père? Quoi? S'il te plaît, laisse-moi souffler, gémit le vieillard d'une voix à peine perceptible. Sa main tremblante se porta à son front et couvrit un instant ses yeux, comme si l'homme voulait échapper à de terribles visions venues du passé. D'un seul coup, l'ensemble de la flotte fut enveloppé d'une lueur fulgurante. On aurait dit que la foudre de Jupiter lui-même frappait nos vaisseaux. Beaucoup s'enflammèrent, aussi facilement qu'une brassée de bois bien sec. Les voiles s'embrasaient en un clin d'œil, les mâts s'abattaient, marins et soldats n'avaient pas d'autre solution que sauter à l'eau pour échapper au feu. Ce fut, terrible, affreux. En quelques minutes, des milliers périrent, brûlés vifs, ou entraînés dans les fonds à cause du poids des armures et de l'équipement. Épargné par les flammes, j'ai réussi à m'accrocher à un morceau de mât qui flottait. C'est ainsi que je fus parmi ceux qui réussirent à toucher la rive à peu près indemne. Là, nous vîmes ce qui lança ces éclairs. Non pas la main du roi des dieux, mais de grands miroirs alignés le long des remparts, de gigantesques miroirs de cuivre qui reflétaient la lumière du soleil et la renvoyaient en rayons ardents d'une intensité mortelle. Nous avons dû les briser un par un, ou les jeter au pied des murailles, au prix d'un combat au corps à corps acharné avec les défenseurs. Les Carthaginois, heureusement, n'étaient pas très nombreux. Le gros de leur armée se trouvait en Grèce et au sud de l'Italie. Et les soldats qui restaient pensaient sans doute que leur arme secrète suffirait à nous repousser. Cela n'a pas été le cas. Il n'empêche que nous avons dû nous battre de ruelle en ruelle, de place en place, avant que Syracuse ne soit prise. Notre première victoire sur les Carthaginois depuis des lustres. Grand-père, ces miroirs qui ont brûlé les bateaux, c'était une invention des Carthaginois? Pas exactement, mon petit. Il s'agit de l'invention d'un seul homme, un savant carthaginois nommé Archimède. Cela, je ne l'ai su que plus tard. On affirme maintenant que ce savant était un génie, qui a découvert certaines mystérieuses propriétés de la nature. C'est bien possible. Mais, à l'époque de la prise de Syracuse, ce n'était qu'un ennemi ayant causé la mort de milliers des nôtres. D'ailleurs, lui aussi a trouvé la mort au cours de cette journée. Un de nos soldats a découvert cet Archimède dans son jardin,
alors qu'il était en train de tracer des formules sur le sable avec sa canne. Peut-être ignorait-il la réalité des combats. En tout cas, le vieux savant était si préoccupé qu'il n'a pas entendu approcher le légionnaire. Et il a péri cloué au sol d'un coup de lance. C'est un fait que j'ai entendu raconter le soir de la bataille. Sans doute n'est-il pas très glorieux. Mais c'était la guerre, n'est-ce pas? En outre, pour effacer toute trace des inventions maléfiques d'Archimède, Marcellus a ordonné que la bibliothèque de la ville soit incendiée. Il paraît que c'était la plus importante du monde. Pendant la nuit, le feu s'est communiqué aux bâtiments voisins, et Syracuse a entièrement brûlé. La guerre, mes enfants, la guerre. Mais je m'épuise. Me permettrez-vous une nouvelle pause? Je vous le promets, ce sera la dernière. Cette fois, le vieil homme demeura longtemps paupières closes, si immobile et froide qu'il semblait ne même plus respirer. Enfin, alors que le soleil baissa sur la riche plaine de Campanie, le visage flétri s'anima à nouveau. Je dois me hâter de terminer, si vous voulez entendre la fin de mes aventures guerrières. Même ma mémoire me joue des tours. Où en étais-je? Syracuse, grand-père, Syracuse, bien sûr, la fin de Syracuse. Le moment est donc venu de faire monter sur scène l'un des plus glorieux consuls de toute l'histoire de Rome. Le plus glorieux, peut-être. Tandis que brûlait la ville d'Archimède, ce consul, âgé de tout juste 20 ans, avait réussi à emporter une autre citadelle carthaginoise, en Espagne cette fois, le port de Carthagène. Encore une forteresse réputée imprenable, parce que bâtie sur une colline, entre un lac et la mer. Avant de donner l'assaut, le jeune consul avait attentivement étudié le mouvement des marées, et déterminé le moment du reflux où son armée pourrait passer presque à pied sec. Aussi déclara-t-il à ses troupes, « Soldats, je suis le protégé de Neptune. D'ici peu, le dieu qui veille sur moi ordonnera au flot de reculer. Ainsi, nous pourrons investir cette citadelle sans éveiller la méfiance de nos ennemis. » Effectivement, les flots reculèrent, Carthagène fut prise, et Rome célébra bientôt la gloire du protégé de Neptune. Mais je crois bien que je n'ai pas encore prononcé son nom. Il s'appelait Publius Cornelius Scipion, l'enfant chéri des dieux. Le vieillard eut un sourire silencieux et tendit un bras tremblant pour ébouriffer la tignasse du garçon penché vers lui. Je constate que la gloire survit aux années. Tu as raison, mon garçon. C'est bien ainsi que l'on a surnommé cet astucieux général. Un surnom dont il ne devait jamais démériter car, par la suite, Scipion remporta de nombreuses autres victoires en Espagne, jusqu'à en chasser à tout jamais les Carthaginois. Mais ce n'était pas suffisant. Afin de vaincre définitivement Carthage, il fallait porter la guerre sur son territoire, en Afrique. Pour cette expédition décisive, Scipion réunit 80 000 hommes. J'en étais. Mais ce devait être ma dernière campagne. 17 ans étaient passés depuis mon enrôlement. À 34 ans, j'avais récolté pas moins de 12 blessures. J'étais épuisé, usé. Pas tant qu'aujourd'hui, certes, mais je me sentais bien fatigué quand même. Oh, je ne me plaignais pas. Ou le moins possible. Je ne faisais que mener la vie d'un légionnaire ordinaire. Combattre, marcher, se battre encore, et marcher sous le soleil et dans la pluie, à travers les montagnes alpines et les déserts brûlants d'Afrique, en portant mes 40 kilos sur le dos, comme une tortue à carapace, Scipion nous mena durement. Mais nous le vénérions à l'égal d'un dieu. Il était jeune, beau, fort, juste, pieux. Quand il passait parmi nous sur son cheval blanc, avec sa cuirasse dorée et son casque à cimier écarlate, comme nous l'acclamions. Mais il fallait bien que sonne l'heure de la bataille. Hannibal, le fameux Hannibal, était revenu de Grèce. C'est lui, le lion de Libye, que nous allions affronter. Il y eut entre les deux généraux, dans la tente de Scipion, une entrevue qui demeura toujours secrète. D'ultime pourparlers pour une paix impossible, murmurait-on. Ces pourparlers échouèrent mais, ce qui est sûr, c'est que les deux chefs s'apprécièrent. Néanmoins, plus rien ne pouvait empêcher le combat. Il se produisit sur la plaine de Zama. Nous étions en été 551. Une saison étouffante de chaleur sèche et cuisante. Scipion avait fait alliance avec le prince numide Massinissa, qui aligna à nos côtés 20 000 cavaliers, des guerriers impitoyables, au corps entièrement recouvert de mailles d'acier noir, et maniant comme personne un arc à double courbure. La bataille s'engagea. Ce qui avait fait jusqu'alors la force des Carthaginois, c'était justement leur cavalerie, qui réussissait toujours à envelopper nos lignes pour les disloquer sous des charges incessantes. Mais Scipion avait depuis longtemps percé à jour cette tactique. Il nous avait scindés en petits groupes plus mobilés, grâce à l'aide efficace des cavaliers numides, nous avons tenu bon. Je vous prie de le croire, ce fut une rude bataille. Elle dura jusqu'à la tombée de la nuit. J'y récoltai un méchant coup d'épée, ma 13e et dernière blessure,
à laquelle je dois ces douleurs dans les reins qui, la vieillesse venue, ont fini par me clouer définitivement sur ce lit. J'ai vu de mes yeux vus, dans le tumulte du combat, Hannibal et Scipion s'affronter en combat singulier, le premier sur son cheval à rade noir comme la suie, le second sur son destrier blanc. Leur seconde rencontre, moins amicale que la précédente. Hannibal était alors âgé de 46 ans. À la suite de la perte de son œil, il était, disait-on, presque aveugle. Cela ne l'empêchait pas de se battre comme un jeune homme. Il réussit à porter un coup si rude à Scipion que notre général fut désarçonné. Mais les dieux surprotégeaient leur enfant chéri. Un groupe de Numides arriva à point nommé, et Hannibal dut rompre le combat. La bataille tournait à notre avantage, les troupes de Carthage, disloquées, s'enfuyaient dans la plaine. Personne ne revit Hannibal qui, ainsi qu'on l'apprendrait plus tard, s'était réfugié en Grèce, où il devait un peu plus tard terminer sa vie. Du jour de cette éclatante victoire, notre consul reçut le nom de Scipion l'Africain. Jusqu'à sa mort, voici peu d'années, il demeura comme vous le savez le plus populaire de nos généraux. Il devint aussi très riche. Quant à moi, quoi, grand-père? Le vieil homme avait fermé les yeux. Moi, souffla-t-il, j'ai juste eu de quoi faire construire, avec ma prime de démobilisation, cette petite maison où vous vous trouvez réunis. Je ne regrette rien, vous savez, mes enfants, le vieux soldat s'interrompit. Et c'est en vain que la famille réunie attendit une ultime confidence sur les lèvres desséchées du vieil homme. Sa poitrine ne se soulevait plus, son visage ridé présentait une mine apaisée. Son récit achevé, Appius Publicola était mort en paix.